Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans EBIM, le podcast de Man & Machine dédié à la digitalisation du monde de la construction. Je m'appelle Siyama Mokrane et pour cette deuxième saison, je vous propose de repartir à la découverte d'initiatives innovantes et inspirantes autour du BIM et du digital. Je vous partagerai des récits de projets, des retours d'expérience, des conseils avisés sur une thématique d'actualité. Une chose est sûre, tous mes invités sont animés d'une conviction, le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Dans ce nouvel épisode, nous allons explorer l'univers fascinant de l'impression 3D appliquée à la construction. Cette technologie a déjà révolutionné de nombreux secteurs comme l'électronique, la médecine ou encore la mode. Mais qu'en est-il pour notre secteur ? SPIE Batignolles a été le premier acteur de la construction en France à s'afficher comme constructeur imprimeur de solutions 3D. Avec Frédéric Gora, directeur technique chez SPIE Batignolles, nous allons revenir sur le parcours qu'a mené l'entreprise depuis l'expérimentation à la création d'une offre à part entière. Et bim, Frédéric, c'est à toi. Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Siem, ça va ? Oui, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ta mission chez SPIE Batignolles ? Alors, je m'appelle Frédéric Gora, je suis directeur technique chez SPIE Batignolles Île-de-France. Alors, à ce titre-là, ce qui est ronflant, en fait, je m'occupe je pilote différents services autour de la construction, de l'expertise technique, méthode, structure, BIM et outils numériques, services matériels. Je participe à différents comités de pilotage et d'innovation pilotés par le groupe. Et ma zone d'intervention, c'est Paris, Petite Couronne, Grande Couronne, sur des chantiers neufs et en réhabilitation. Voilà, et puis heureusement qu'on ne me voit pas à l'écran, moi j'ai 33 ans d'ancienneté dans le groupe, donc je commence à avoir des cheveux blancs, mais c'est pas grave, on s'en fout. Merci Frédéric. Donc nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous dire comment toi et le groupe SPIE Batignolles est arrivé à s'intéresser à l'impression 3D ? En fait, c'est un peu la réunion de hasard. En fait, généralement, ça commence comme ça, toujours les belles histoires. C'est quelqu'un qui connaissait en fait la startup Xtree et qui nous a proposé à plusieurs de venir faire une visite. Xtree étant une start-up qui est basée sur Rungis, en région parisienne, et qui produit toujours des pièces en impression 3D. Et quelque part, ça excite un petit peu la curiosité de savoir ce qui se passe, sachant que quelque chose qu'on n'avait pas, on voyait pas, qui était sous radar, et puis on est allé les voir. Et là, ça a été quand même c'est un peu un choc de culture, parce que on voit des cordons imprimés en ductal, qui sont des matériaux extrêmement résistants, et puis avec des formes très, très déliées, en fait, avec une ouverture de forme qui était vraiment impressionnante. Mais cantonné dans des ouvrages très spécifiques, avec une orientation architecturale forte sur des meubles, du mobilier urbain, des choses comme ça. Et finalement, en titillant, on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pourrait transposer en fait de cette technologie en rupture dans notre monde de bâtiment, en application directe. Et c'est là qu'on a commencé en fait à faire un peu d'exploratoire et se dire qu'il y a beaucoup de choses qui passent sous notre radar de la vision quand on a l'habitude d'être sur le chantier, de petites pièces qui sont faites en bois à usage unique, pour lequel en fait on va, par exemple, des réservations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des passages dans les éléments en structure béton pour laisser passer après coup le plombier, l'électricien, la climatisation. Et forcément, ces éléments-là de vide qu'on crée au moment du bétonnage, il faut retirer le bois. C'est compliqué, il faut faire la forme. Et finalement, ça crée une monstruosité de déchets. Et on s'est dit, autant imprimer en 3D. C'est bête comme chou. C'est un rectangle, imprimé en 2 minutes. Et l'intérêt, c'est on va pas dans le design architectural, mais on va dans la forte réplicabilité sur chantier. Et à partir de ce petit élément, et un autre sur des croisements de poutres, à recréer en fait des géométries définitives de croisements de poutres sur des zones un peu complexes, on avait commencé à trouver notre champ d'application. Même si la contrainte de l'impression 3D nous cantonne à rester dans des zones non résistantes, qui ne participent pas à la structure. Mais ça, on y viendra après. Et là, à partir de là, ça a été très vite. Et ça, c'est la chronologie, c'est septembre 2019, la première vision. 2021, post-Covid, en fait, 2020, pardon, post-Covid, on fait les premières impressions en relation avec la start-up et les premiers champs d'application sur chantier.
Et en fait, l'intérêt chez SPI Batignolles, cette grande chance qu'on a, c'est d'être extrêmement réactif et d'avoir une constitution en fait d'une structure d'innovation pilotée par Alexis Hermé, qui est notre directeur de l'innovation et de la qualité de réalisation, et avec notre directeur général, Jean-Charles Robin, qui a tout de suite pris le parti de dire il y a quelque chose à tirer de ça, on y va. Et novembre 2021, on a installé notre premier robot. Et on a constitué en fait une structure qui s'appelle Empreinte, et qui est pilotée par des collaborateurs qui ont été embauchés pour le coup autour de cette structure. Et c'est fascinant parce qu'en fait, ça a été très vite, avec un champ d'explication. On a commencé à créer des métiers nouveaux. Et puis, quelque part, une nouvelle aventure aussi auprès des chantiers. Alors, ce que je comprends, c'est que, en fait, il y a eu le croisement justement d'une innovation que vous avez pu découvrir, une liberté d'action aussi chez SPI Batignolles qui permet justement d'aller explorer D'agilité. ces nouvelles technologies, ou en tout cas ces nouveaux modes opératoires. Et puis, le fait que ça soit aussi porté par la direction, donc du coup, ça permet aussi d'accélérer la mise en œuvre. Est-ce que tu peux me donner ta définition de l'impression 3D et nous expliquer sa valeur ajoutée dans notre secteur? Alors, là où on en est aujourd'hui, parce qu'en fait, tout ça, ça va continuer à vivre et ça n'arrête pas de courir au travers de la partie normative et des matériaux qu'on emploie. L'impression 3D, par définition, c'est une fabrication dite additive. On fait de l'addition de matière, uniquement. Et donc, on n'a pas, pour des éléments de coffrage, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est la partie structure béton armé qu'on met en place sur les chantiers? C'est généralement, en fait, au travers... le béton, ça arrive de manière fluide, pâteuse. On le met en place dans des moules, il durcit et on enlève les moules. Là, cette fois-ci, en fait, on a la capacité à créer les moules directement en béton et on les laisse. C'est ça l'intérêt. Et ce qui veut dire qu'on va supprimer un champ complet d'apport en fait de matériaux provisoires, notamment sur la ressource bois qui nous touche beaucoup. Aujourd'hui, c'est quand même, on va essayer de protéger un peu les forêts de plus en plus, les matières premières, qui sont rares. Et la 3D, enfin l'impression 3D aujourd'hui chez SPI Batignolles, de toute façon, elle ne peut pas se faire sans digital. Et là, on revient en fait sur la partie du BIM, parce qu'en fait, tout ça, c'est un continuum. Et là, c'est parce qu'on avait pris le parti depuis plusieurs années de s'inscrire en fait dans la maquette numérique dans le groupe SPI Batignolles, qu'aujourd'hui, on a été aussi capable d'aller très très vite en maquette numérique. Et aujourd'hui, on a aussi, pareil, professionnalisé tout ça au travers du groupe, de manière centralisée avec des relais en fait dans des communautés. Et aujourd'hui, avec quelques lignes de code, on extrait en fait des éléments de la maquette numérique pour pouvoir directement aller les imprimer. En fait, on a une chaîne complète de valeur. Et là, on est vraiment dans le 4.0. Ça veut dire que on tire le digital vers directement en fait la partie impression. Donc, on est donc en pré-conclusion capable d'industrialiser du sur-mesure. Oui, et puis le BIM joue son rôle en fait de liant, je dirais, entre une technique C'est ça. et une technologie, Ouais. et puis les chantiers. Donc, c'est ça. Et donc, en fait, c'est enthousiasmant. En fait, Ouais. on vit des périodes qui sont peut-être fortes, complexes, mais en fait, il y a un champ des possibles qui est gigantesque et en fait qui est passionnant et qui crée des opportunités. En fait, et ça tracte aussi en fait tous les collaborateurs vers ces nouveaux modes de fabrication, parce qu'il y a un enjeu RSE fort, parce qu'aujourd'hui, il faut être attelé à ça. C'est un porteur de talent, parce qu'en fait, quand on commence à pouvoir mixer du digital directement en fait vers des formes particulières qui peuvent être mises en place au chantier, il y a la pénibilité auprès de nos compagnons. Quand on arrête d'y aller à la baramine, c'est quand même fabuleux. Et nous, on a aussi testé et mis en place des solutions pour lesquelles on est capable aussi, au travers de la maquette, une première sur la partie fabrication additive, et la deuxième sur le contrôle au travers de réalité augmentée, qu'on est capable de mettre en place pour pouvoir positionner correctement, en fait, en plus, ces éléments-là. Donc, en fait, il y a une chaîne de valeur au travers de la maquette qui est gigantesque. Et alors, justement, pour revenir sur le chantier, comment cette pratique a été perçue, adoptée ou pas? Alors, elle a été tout de suite, ça a été tout de suite l'enthousiasme. En fait, on est même pris à la limite à notre jeu. Et ça vient même, c'est-à-dire qu'on est, c'est du bottom-up aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des besoins particuliers de chantier exprimés par les maîtres compagnons, les chefs de chantier, les conducteurs, à dire « et si on testait ça ? Et si on testait ça ?» L'intérêt aussi du groupe, c'est cette capacité qu'on a de laisser du champ aux collaborateurs, pas être en carcan,
et d'avoir testé des choses, même si on ferme des portes, c'est pas grave, de laisser de l'autonomie et de la capacité en fait à pouvoir se mettre en groupe, travailler sur une particularité, une problématique, aller tirer de l'expérience ou des usages et de les proposer rapidement. Et c'est ça cette force-là. Et donc aujourd'hui, l'impression 3D ouvre le champ des possibles de manière importante. Et là, je parle que de l'interne, parce qu'après, je te laisse arriver sur la question suivante. Justement, justement, ça tombe bien que tu parles de l'interne, parce que moi, j'aimerais savoir justement comment tu peux ouvrir cette proposition justement d'amener de l'innovation, de l'impression 3D sur les chantiers aux acteurs, à vos partenaires, en fait. Eh ben, les premiers partenaires à qui ça touche, en fait, c'est le trait architectural. C'est ce qui a été fait, et on a un cas d'exemple qui est sur la piscine de Bervilliers, où en fait, qui est un ouvrage qu'on construit dans un premier temps pour les Jeux Olympiques, et ensuite qui va être mis pour la commune d'Aubervilliers. Et l'architecte, quand on lui a parlé de ça, a proposé de redesigner ces poteaux pour pouvoir en fait s'inscrire dans cette nouvelle technologie. Et donc, ça a été tout de suite en fait une conclusion positive. Et quand il est allé voir en fait notre machine, qui s'appelle Ernest, c'est le nom le nom en fait du créateur du groupe Spivatignol. Ah d'accord. Voilà, Ernest Le Gouin. Donc il s'appelle Ernest. Et tout de suite, ça a été en fait enthousiaste vis-à-vis des architectes. Et à chaque fois qu'on le propose à des maîtrises d'œuvre, il y a quelque part, quand ils sortent de là, c'est de dire comment je me libère de nouveau des éléments très spécifiques qu'on est capable de produire au profit et au meilleur du projet. Et donc, ça aussi, en fait, nos prochains prescripteurs rapidement vont être en fait cette chaîne de maîtrise d'œuvre pour le meilleur. Oui, on sort du domaine juste de la construction et puis on mélange, on mixte, c'est-à-dire que autant que c'est de la gueule, quoi. Et donc on est capable de produire des choses comme ça, oui, tout à fait. Vous faites visiter votre site de production aux maîtrises d'œuvre. C'est ça, on commence en fait. Aujourd'hui, ça a été rapide, hein, c'est donc novembre 2021, on est en mai 2023, donc il a fallu se mettre en place, lancer du process. On a commencé à mettre en place certaines pièces. Et aujourd'hui, on se met dans cette dynamique-là aussi de faire connaître l'impression 3D auprès des acteurs de la construction, des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, et de leur dire que voilà, il y a des applications possibles. Et on va vers ça, à vous proposer des choses. Et justement, Spivatignol, en fait, depuis la phase d'exploration, je dirais, et des tests, ensuite, donc la mise en œuvre de votre premier site d'impression 3D, s'est étoffé, en fait, autour de cette offre-là aujourd'hui. Oui, c'est en fait, finalement, les cas d'usage qui arrivent apportent en fait des solutions, et on vient en fait compléter notre banque de propositions de solutions. Et puis, le site Empreinte continue à travailler aussi sur de la recherche et développement, notamment sur les matériaux. Donc là, il y a un grand champ aussi d'activité de notre part, en relation avec avec fournisseurs notamment de ciment, pour alléger la charge carbone, diminuer les parties en fait de ciment et de résistance, pour juste appliquer en fait la bonne résistance au bon endroit. Et puis travailler sur les enjeux de demain, qui sont les agrégats recyclés, des choses comme ça. Donc on est là avec des pistes nouvelles autour de tout ça. Et puis on ne s'interdit pas aussi de travailler et de continuer à travailler sur la partie normative et faire en sorte que l'impression 3D, qui pour l'instant est cantonnée à des éléments non résistants, devienne résistant. Et Xtree a ouvert la voie sur une ATEX à Reims, c'est ça, qui s'appelle Villaprint, et qui a commencé à proposer des solutions, notamment pour des maisons individuelles, sur de l'impression 3D résistante. Et là aussi, il y a un champ de demain qui va être vraiment très, très important. Il y a aussi la question d'ouvrir d'autres sites de production en France. Oui, tout à fait. Donc là aussi, on va mailler le territoire. Il y a 2 autres robots qui vont arriver. Et un qui va être dans la partie ouest et l'autre sur la partie sud-est, ce qui permettra un peu de faire un maillage de territoire et limiter aussi la partie coût de transport, hein, parce que ça. Et puis de toucher plus les acteurs régionaux. Oui. Parce que là aussi, il y a des possibilités.
on n'est pas là qu'à travailler que pour nos chantiers. On ouvre aussi le champ des possibles de l'impression 3D vers des tiers, vers des entreprises. Et là, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire sur la partie environnementale, toucher la partie mobilier urbain. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on est en train de pousser. Et pareil, vous explorez de nouveaux matériaux? Alors, c'est une bonne question, c'est parce qu'en fait, cette tête d'impression qu'a développée Xtree a la capacité aussi, théoriquement, et je sais qu'ils ont fait des tests sur du plâtre ou de l'argile. En fait, la base de l'impression 3D aussi, c'est un matériau pulvérulent, une colle, et j'imprime. Donc, il y a des choses qu'on a fait avec de la poudre de peau d'orange. Ils ont créé des verres. Il y a des machines comme ça qui ont été créées. C'est de distribution, en fait, de jus d'orange aux US. Et donc, quand ils viennent presser les oranges, ils récupèrent en fait les peaux d'orange au lieu de les jeter, ils les broient et ensuite ils recréent en fait le verre qui distribue le jus d'orange. Donc, vous voyez, donc il y a un cercle complètement vertueux. Donc il y a beaucoup beaucoup de choses. Et l'argile et le plâtre sont peut-être potentiellement les éléments de demain. Et là aussi, il y a des choses qui sont en train de bouger. Le problème, c'est que si on ouvre le champ d'exploratoire de tout, il faut qu'on se mette dans un ordre précis en fait, de marche qu'on a développé pour avancer de manière intelligente et coordonnée. Sinon, on risque de se perdre en fait, dans tout ça. Mais c'est dans l'air du temps. Ouais. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder un petit peu le modèle économique. C'est-à-dire aujourd'hui, comment vous arrivez à équilibrer ou à défendre un modèle économique autour de ça? Est-ce que c'est plus cher, c'est moins cher, c'est mieux, forcément, c'est mieux. Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on est en train de faire descendre le coût. Alors, il y a une chose simple, c'est que c'est super facile à chiffrer. Parce que comme je n'utilise pas de coffrage, j'ai juste de la matière imprimée. Donc, en fait, on a un prix au kilo imprimé. Donc ça, déjà, et comme en fait, à partir du BIM, on est capable d'extraire en fait la totalité des informations de la pièce qui est imprimée, son volume, etc., il n'y a pas de problème. Donc, qu'il soit courbe, droit, c'est pas grave. La machine se gère comme ça. Aujourd'hui, on est encore dans des coûts élevés, plus élevés, mais en fait, il ne faut pas regarder que le coût de la matière. Il faut prendre en compte tout le reste. C'est-à-dire, si je m'arrête qu'à la matière, je perds de l'argent. Par contre, si je commence à ouvrir le champ de la vision un peu de manière le spectre plus large, je vais gagner sur la partie déchets, j'en ai plus, donc je vais commencer à gagner de l'argent. Je vais gagner aussi sur la partie du délai, parce qu'en fait, quand j'ai les pièces qui sont industrialisées et qui arrivent sur le chantier directement, où je n'ai pas à les retirer, je vais contracter mon délai clairement. Et là, il faut prendre en compte le gain du délai qui vaut quelque chose par ce qu'on appelle les frais de chantier. Si j'arrive à contracter ça, là, cette fois-ci, je suis dans un équilibre gagnant. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et nous, notre but aussi, c'est de faire descendre ce prix de matière. Descendre parce que le ductal est un élément extrêmement résistant. En gros, c'est chercher le pain en ferraille. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la Dacia, mais trouver quelque chose d'intermédiaire. Et là aussi, ce coût de matière, qui est notre premier élément en fait, de mise en œuvre, permettra aussi d'être très, très performant au niveau prix. Et puis, on continue à travailler sur ces éléments de réponse auprès de nos chantiers, de les évangéliser. Mais là aussi, ça bouge beaucoup. Oui, parce qu'il ne faut pas penser l'impression 3D comme une usine à la chaîne, mais il faut justement commencer à penser les process un peu différemment et peut-être même les intégrer dès le départ. Dès l'amont. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un travail, on peut le mener de front. On le mène avec les architectes pour pouvoir commencer à imaginer des pièces, du design architectural. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des revues de conception des équipes tout de suite, de chantier, au démarrage, pour pouvoir badger en fait, les éléments qu'on va imprimer. Et là, à partir de là, il n'y a pas de souci. En fait, on le programme, on l'imprime, on livre, terminé. Il n'y a rien qui repart. Et c'est ça l'intérêt. Vous aviez fait aussi une impression 3D sur la tour Keiko, je crois. Oui, alors c'est un très bel ouvrage qu'on est en train de finir de réaliser, que je vous invite à aller voir. La tour Keiko au quai d'Issy. Et là, c'est une demande du maître compagnon sur des ouvrages en terrasse qui étaient extrêmement complexes. Et il s'est dit, il faut que je m'empare de ce sujet. Comme quoi, en fait, on revient à notre discussion précédente, c'est qu'il y a les besoins émergent en fait de la base des opérationnels. Et ils ont compris l'intérêt tout de suite. Peut-être même plus que nous. C'est sur le pragmatisme du délai. Et donc, ils sont allés faire des formes en fait
d'allèges en terrasse qui étaient assez complexes à réception de charpente métallique et des plots en terrasse et qui sont mis à la cote comme il fallait. Et en fait, on a gagné partout. On a été effectivement un peu plus cher sur la matière. Par contre, après, derrière, sur la main-d'œuvre, là aussi, on avait moins besoin de compagnons, ce qui répond aussi à, à une problématique qu'on va avoir dans le temps. C'est la raréfaction en fait, de la main-d'œuvre qualifiée sur les chantiers. On a gagné en délai. Donc, en fait, on va commencer à pointer en vert différents éléments qui arrivent et qui commencent à pointer leur nez. Et donc, et ça a été un succès. Et donc, ça, quand on met de compagnon un chef de chantier, pointe ça comme un succès, on sait que derrière, en fait, ça fait tache d'huile pour les autres opérationnels qui s'empareront du sujet. Et on parle de Keiko, mais on a fait des choses en région, sur des massifs, des murs, des éléments de mur. Et ça a tout de suite fonctionné aussi, c'est pareil. Je vous souhaite plein de Merci. succès dans cette initiative, puisque de toute façon, aujourd'hui, SPI Batignolles est le seul, en fait, en Ouais, France, à c'est proposer ça. ce type de Ouais. service, que ce soit en interne et à l'externe, ou pour l'instant, ça reste vraiment... À l'externe, non, pas encore. Mais en fait, on s'interdit pas de regarder. Parce qu'en fait, là aussi, c'est plus... Il faut, comme sur la partie communication, en fait, on a commencé à communiquer, mais on s'interdit pas, bien sûr, de travailler sur des sujets externes, même si on commence à avoir des pistes. Et puis l'interne, bien sûr, c'est continuer, en fait, à poser qu'est-ce que l'impression 3D, parce que finalement, ça crée de la rupture dans les usages. Et le tout, c'est de ne pas avoir de frein, en fait, culturel. On va vers le meilleur du projet et la simplification des mises en œuvre. C'est ça qui fait aussi que ça part vite, mais c'est important. Et dans la vision, je dirais, SPI Batignolles à long terme, est-ce que le génie civil va s'intéresser à ce type de technologie? Comment SPI Batignolles voit le développement de cette offre aujourd'hui? Alors, le génie civil, il s'en empare dans certains sujets. Je veux dire, il ne faut pas cantonner le génie civil au barrage et au tunnel. Ils ont plein d'autres activités sur le côté sur lesquelles ils peuvent s'embarquer. Et là aussi, il y a des choses qu'on est capable de faire sur du sur-mesure à destination du génie civil. C'est aussi ça l'intérêt. Euh, Après, on parle du béton. Ça aussi, c'est une bonne idée, mais on peut devenir aussi un hub de l'impression 3D de manière plus générale. Il y a d'autres matériaux où ils sont beaucoup plus avancés, le thermoplastique, l'acier, le carbone. Et là aussi, s'il peut y avoir, en fait, quelque part, c'est un éveil de conscience, l'impression 3D. Il peut y avoir des besoins particuliers sur d'autres matériaux. Et là, l'idée, c'est que ça passe, en fait, dans cette structure empreinte, parce qu'on n'a pas marqué empreinte béton, on a mais juste marqué empreinte, qui pourront demain collationner en fait les besoins. Et nous, on trouve en fait des partenaires sur lesquels on pourra aller pour pouvoir créer des pièces. Ça aussi. Et on va dans un but vraiment du 4.0, hein, de toute la partie industrialisation, potentiellement du hors-site. On est capable de faire, on fera des pièces justement à haute valeur ajoutée sur ces sujets-là pour, pour les enjeux de demain sur la décarbonisation, la raréfaction de main-d'œuvre, etc. Et donc, au-delà de ce qui se passe en France, hein, et notamment chez SPI Batignolles, est-ce que vous avez une idée chez SPI Batignolles de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, sur d'autres technologies? Alors, ça bouge beaucoup. On avait, au moment en fait de l'achat du robot, un peu avant, on a fait aussi beaucoup de benchmark. C'est des équipes d'Alexis qui avaient fait ça. Et ça bouge énormément. Et aux US, ils ont lancé pas mal de constructions de maisons individuelles. En Chine, énormément. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de pays qui s'y mettent de plus en plus. Le Japon regarde ça aussi parce qu'eux aussi, ils sont intéressés. Et ça émerge. Et en Allemagne, il y a même des marchands de coffrage traditionnels qui sont adossés en fait à des imprimeurs parce qu'ils se disent que finalement, imprimer en 3D, c'est du paracoffrage, quoi. Donc les gens voient bien qu'il y a des choses qui se passent. Et en France, il y a aussi beaucoup de techno. Il n'y a pas qu'Xtree, hein, il y en a d'autres, et qui proposent des solutions alternatives à l'impression 3D. Et, et l'idée aussi, qui était assez enrichissante d'Xtree, c'est de créer une communauté des imprimeurs. Et donc, ça a pu aussi, on a pu avoir des premiers contacts avec, au Japon, ce qu'on n'aurait jamais pu avoir, avec une entreprise qui s'appelle Takenaka, pour pouvoir discuter en fait d'impression 3D. Il n'y avait pas de problématique de commerce ou d'enjeux commerciaux, mais déjà des échanges. Et finalement, ça a largement débordé le cadre de l'impression 3D pour aller voir de manière culturelle comment ça se passait. Donc c'est ultra enrichissant.
Et puis, aux US, il y a une relation qu'on va commencer à lancer avec une université au Texas. Ce qui veut dire que dans la continuité, ça ouvre le champ en fait vers les universitaires sur la recherche, parce qu'en fait, on s'adosse aussi à l'ESTP, aux ponts et chaussées, qui travaillent de manière conjointe, où on va monter des partenariats pour travailler avec nous. Et là aussi, ça va être agrégateur de talents. Là aussi, il ne faut perdre pas le nord. Oui, il faut séduire aussi. Ouais, c'est ça. Ça en fait partie. Oui, bien sûr. Bien, écoute Frédéric, ça a été vraiment un plaisir de parler impression 3D avec toi et puis d'éveiller les curiosités, je pense, sur ce sujet. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que tu es très occupé et que tu as pris le temps de venir nous voir. Et je suis sûr qu'on revient dans 1 an ou 2 et on aura largement d'autres choses à raconter parce qu'il y aura énormément de progrès autour de tout ça. Écoute, rendez-vous dans 2 ans. Ok. Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur les pages LinkedIn, Twitter et Facebook de Man & Machine pour continuer la discussion sur l'impression 3D. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouvel épisode.